Bonjour à toutes et à tous et merci à notre présidente pour cette introduction, pour cette table ronde et merci à vous, l'auditoire, d'accepter de poursuivre sans pause. J'espère que vous ne nous en voudrez pas à l'issue de cette table ronde. Alors je me réjouis de retrouver nos intervenants qui m'ont eu la gentillesse d'accepter donc de participer à cette table ronde qui va poursuivre les échanges que nous avons eus depuis ce matin, poursuivre les échanges comme pour cet après-midi en élargissant et en s'inspirant d'autres exemples aussi qu'au Musée du Louvre et en s'attachant à cette question que nous avons entamée ce matin du lien qu'il y a entre l'entretien des décors, l'entretien du bâtiment et aussi l'entretien des collections et au sein de chaque établissement s'il peut y avoir bien une convergence et une stratégie commune entre l'ensemble de ces éléments-là. Alors avant d'entamer nos échanges, je vais introduire et présenter ceux qui ont eu donc la gentillesse d'être avec nous, des acteurs essentiels des campagnes d'entretien dans différentes institutions. Et vous voyez qu'on agrémente l'exercice avec une personne qui nous rejoint de loin. Alors, Agnoko Michelgen, vous êtes chef du pôle de conservation préventive au Centre des Monuments Nationaux. Vous êtes physico-chimiste de formation. Vous avez été tourné vers la recherche scientifique au CNRS pour étudier le processus chimique d'altération des couches picturales, avant de vous impliquer plus largement dans la question de conservation préventive en rejoignant les chantiers de collection du musée Quai Branly Jacques Chirac. Et puis, surtout, vous avez rejoint le CMN en 2009 pour y créer un service de conservation-restauration lorsque CMN a pris la charge de la maîtrise d'ouvrage. Alors, nous allons poursuivre avec Émilie Chekroun. Vous êtes conservatrice, restauratrice du patrimoine, diplômée de l'INP en 2005, cofondatrice du laboratoire d'analyse de patrimoine Epitopos. Et vous avez développé votre expertise tout d'abord dans l'élaboration de protocoles de traitement des peintures, en particulier lors d'études préalables d'ouvrages atypiques ou de réalisation de chantiers monumentaux. Et il faut citer parmi vos projets remarquables l'église de Saint-Germain-des-Prés, la cathédrale de Bouillonne-sur-Mer ou encore la falaise de Bamian. Vous nous emmenez assez loin. Philippe Caro, vous êtes architecte des PLG, chef du service de maintenance et d'architecture au Musée du Louvre. Et vous avez entamé votre parcours professionnel au moment du Grand Louvre. Et vous menez depuis 2002 donc la conduite des travaux de réparation ou de strict entretien, ainsi que les travaux de restauration du Palais du Louvre exécutés sur la maîtrise d'œuvre respective de l'architecte des Bâtiments de France et de l'architecte en chef des monuments historiques. Et puis, nous avons 3 conservateurs du patrimoine qui sont aussi parmi nous pour évoquer le lien justement plus étroit avec les collections ou l'étude des collections. Alors, Anne Dion, vous êtes conservatrice générale, adjointe au directeur du département des objets d'art, plus particulièrement en charge des collections du 19e. Et comme spécialiste des arts décoratifs de ce siècle, vous aviez étudié le décor et l'ameublement des appartements du ministère d'État du Palais du Louvre. Au moment où ils ont rejoint le musée, en charge de la collection des diamants de la couronne, vous avez aussi suivi le réaménagement de la présentation de ces œuvres en 2019 et donc le chantier de conservation de la galerie d'Apollon. Nous avons exposé à plusieurs reprises lors de cette journée, mais donc en lien étroit avec les collections. Valérie Carpentier, archiviste paléographe et docteur de l'école pratique des hautes études. Vous êtes spécialiste d'histoire du patrimoine, de l'histoire des arts du XVIe et XVIIe siècle, conservatrice au château de Fontainebleau, en charge des sculptures et des cabinets d'art graphique. Et vous êtes aujourd'hui conservatrice au département des sculptures et plus particulièrement en charge du XVIIe siècle, de la sculpture des XVIIe française et européenne. Et vous avez suivi avec votre collègue Stéphanie Deschamps le chantier de la galerie d'Apollon et celui de l'escalier Molien qui nous occupe en ce moment. Et puis enfin Lionel Arsac, merci de nous rejoindre donc à distance et d'être parmi nous malgré cela. Vous êtes conservateur au musée au château de Versailles. Et depuis 2016, où vous êtes commissaire de l'exposition qui a lieu actuellement Chefs-d'œuvre retrouvés et qui aura lieu jusqu'au 5 juin 2022, mais vous êtes aussi en charge de la conservation préventive depuis 2018, aux côtés de Danilo Forleo, que nous avons aussi entendu cet après-midi et qui est avec nous, avec vous, dans la salle. Alors, nous voulions donc ensemble, en regard de la table ronde de cette matinée, évoquer donc ce lien entre l'entretien donc du bâtiment qu'on a évoqué, l'entretien des décors et la conservation des collections, en insistant sur l'articulation entre les différents domaines d'intervention, les différents acteurs, et vous-même vous êtes riche de missions très différentes au sein de ces établissements, et de la cohérence possible, nécessaire, difficile,
vous allez nous dire, entre ces différentes opérations, donc de bâtiments, de décors et de collections, et de voir s'il y a une stratégie homogène qui peut être mise en œuvre. Alors, du fait que Lionel Arsac est à distance et qu'il va devoir nous quitter, je vous propose de commencer donc par son intervention, sa présentation, en particulier donc des entretiens qu'il a pu mettre en place, qui ont pu se mettre en place au château de Versailles, avec un marché qui a été introduit depuis peu et qui va nous montrer donc le cas du château de Versailles en regard de ceux que nous avons déjà pu évoquer. Bonjour à toutes et tous, je vous remercie pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir participer à cette table ronde et je regrette de ne pas être présent avec vous, mais la magie de la visio permet quand même de communiquer. Donc en effet, la question de l'empoussièrement était très importante au château de Versailles, puisque Danilo Forleo notamment avait souligné combien c'était un des tout premiers facteurs d'altération des collections, avec la lumière et le mouvement des œuvres, notamment lorsqu'on prête à des expositions ou lors de travaux, lorsqu'il faut déplacer les objets. Lorsque j'ai été nommé responsable de la conservation préventive en 2018 déjà, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'intervention spécifique en conservation préventive pour le dépoussiérage des collections et des décors sculptés, puisque cela revenait à la direction du patrimoine et des jardins et pas à la conservation, qui faisait appel donc à des entreprises de ménage, mais sans équipe de restaurateurs. Donc avec Danilo, on a immédiatement voulu mettre en place, justement, créer ex nihilo un marché de conservation préventive pour à la fois le dépoussiérage des collections, donc à hauteur d'homme, mais également le dépoussiérage des décors, donc entre 2,50 m et 14 mètres de haut. À l'époque, j'avais rencontré Anne de Wallens, puisque au Louvre, un marché avait déjà été mis en place pour justement les grands décors, mais également les collections. Et on s'est inspiré de ce marché pour pouvoir mettre en place celui de Versailles. L'idée pour nous était vraiment de dissocier le dépoussiérage des collections du dépoussiérage des parties en hauteur. Donc on a créé, si vous voulez, deux lots séparés dans le marché. Le dépoussiérage en hauteur ayant été, donné à Anthony Quatrevaux, conservateur-restaurateur du patrimoine, avec une équipe d'une vingtaine de restaurateurs, mais également de techniciens en conservation préventive. C'est très important pour nous qu'il y ait vraiment les deux types de professionnels, tandis que le dépoussiérage des collections à hauteur d'homme, donc jusqu'à 2,50 m, donc ça permet quand même aussi de dépoussiérer certaines parties de boiserie, a été confié à Nina Robin et à une équipe donc d'une trentaine de restauratrices et de techniciennes en conservation préventive qui, pour la plupart, viennent de la mention complémentaire, donc entretien et collection de patrimoine de Tolbiac. Donc c'est une équipe, dans les deux cas, qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des restauratrices spécialisées dans la sculpture, le textile, les métaux, de manière à ce que si un objet en particulier est à traiter, eh bien, il puisse être confié à la restauratrice spécialiste donc du matériau en question. La grande question pour nous, au départ, c'était vraiment, d'un point de vue logistique, comment nous allions pouvoir mettre en place ce marché, puisque, comme vous le savez, le château de Versailles est quand même bien meublé, et donc, notamment pour le dépoussiérage en hauteur, cela nécessitait de déplacer les objets, donc un travail important de coordination avec la régie, et surtout d'atteindre les décors en hauteur. On a donc pris le parti de faire appel à un sous-traitant, la personne de Top Élévation, qui apporte les échafaudages de manière à ce que les restaurateurs n'aient eux-mêmes pas à les monter, qu'il y ait ainsi un gain de temps, un gain d'argent aussi pour le château, et que vraiment les restaurateurs viennent au château pour dépoussiérer les décors. Ce qui était important également pour nous, c'est qu'on puisse mener un suivi de cette campagne de dépoussièrement, parce qu'on voulait qu'il y ait une couverture photographique de chacun des espaces et que surtout les restaurateurs puissent constater les altérations qu'ils voyaient et ensuite nous fassent parvenir justement ces constats.
c'était particulièrement intéressant dans la galerie des batailles, par exemple. On s'est rendu compte que de nombreuses parties des décors en stuc tenaient à peine par un fil, par exemple, en métallique, et ça nous permet de programmer lors du prochain passage donc la restauration du dépoussiérage donc, de ces parties-là, mais aussi pour l'équipe plutôt collection à hauteur d'homme, eh bien d'avertir lorsqu'on constate des pertes de matière, notamment sur les bois dorés, etc. Toutes ces informations-là étant ensuite centralisées par Danilo et moi-même et ensuite retransmises donc aux collègues responsables des différents types de collections. Notre autre souci, au-delà de l'aspect purement technique, était de pouvoir programmer le nombre de passages par an et par espace, puisque le château de Versailles a une fréquentation qui diffère selon que l'on est dans les grands appartements, donc le circuit de visite libre, celui qui est le plus parcouru par les visiteurs, des espaces qui, eux, sont moins plébiscités, par exemple les appartements de Mesdames, qui sont pourtant aussi en visite libre, appartements du Dauphin et de la Dauphine, des espaces qui, enfin, eux, sont accessibles uniquement en visite guidée, notamment l'appartement intérieur du roi, l'appartement de Madame de Pompadour, etc. Donc, différentes typologies d'espaces que nous avons identifiées et auxquels on a assigné, au début, de manière un peu intuitive, en quelque sorte, un nombre de passages par an. Par exemple, pour le dépoussiérage des collections à hauteur d'homme, on a décidé que les grands appartements, donc l'appartement du roi, de la reine et de la galerie des glaces, par exemple, devaient être dépoussiérés complètement une fois par mois, donc un passage par mois. De même, pour, par exemple, la chapelle, tandis que des espaces comme par exemple Mesdames devaient être dépoussiérés une fois tous les 2 mois. Donc, vous voyez, on a fait de manière assez intuitive. Ce que l'on voulait également, c'est qu'au-delà de la notion de conservation préventive, on puisse voir les effets directs du dépoussiérage. C'est pour cela que les équipes, notamment de techniciennes en conservation préventive, passe chaque semaine dans tout le parcours libre dépoussière finalement les surfaces planes que sont par exemple les cheminées, les dessus de commodes, de manière à ce que les visiteurs vraiment puissent jouir de la propreté des lieux. C'était aussi important puisqu'on avait subi de nombreuses critiques justement avant qu'on puisse mettre en place ce marché. Pour le dépoussiérage en hauteur, là encore une fois on a dû faire appel un peu à notre intuition. Lorsque nous avons bâti le marché, on a pensé que les grands appartements devaient être dépoussiérés une fois par an, ce qui d'un point de vue logistique était assez important. Et dans le marché, nous avons mis une espèce de clause spécifiant qu'à l'issue de la première année test, eh bien, nous laissions la liberté de revenir sur cette fréquence, puisque Danilo souhaitait pouvoir mener une étude qualitative et quantitative de l'empoussièrement. Et pour cela, nous avons fait appel à Charlotte Matin de Fontgendran, qui a pu former justement Danilo et Valériane Rosé, qui travaillent aussi avec nous à la conservation préventive, à la capture d'images. Donc on met des lamelles en verre dans différents espaces des appartements pour constater l'empoussièrement, la vitesse d'empoussièrement, mais également la nature de la poussière, savoir si c'est plutôt de la matériau organique, par exemple suie, ou plutôt des éléments textiles comme les vêtements des personnes, ou plutôt le sable venu de l'extérieur, et aussi comprendre comment la poussière s'accumule entre 2 passages des restauratrices, de manière à ce qu'on puisse au mieux finalement affiner le nombre de passages par an. Alors malheureusement, cette étude a été quelque peu faussée par la pandémie, puisque nous n'avons pas vraiment pu bénéficier d'une année complète. Le dépoussiérage des collections a été mis en place à la rentrée de septembre 2019 et l'année suivante, donc on a dû affronter le Covid, si bien que les premières données ont été analysées avec prudence et nous avons décidé, suite aussi à la chute assez drastique de fréquentation, de revoir à la baisse la fréquence des dépoussiérages. On a généralement baissé d'à peu près 1/3 cette fréquence-là, sauf dans certains espaces très ciblés, comme par exemple les appartements de Mesdames, où on constate aussi qu'on avait des problèmes d'infestation de poissons d'argent. Donc
on voulait maintenir ces campagnes de dépoussiérage, ou encore à Trianon, où on a des infestations de coccinelles. Donc, c'était aussi important qu'il puisse y avoir toujours ces équipes de restauratrices venant régulièrement. Voilà pour l'organisation. Ce qui a été aussi compliqué, et c'est encore un problème que nous devons affronter, c'est justement la corrélation avec les autres équipes du château, puisque lorsque nous avons monté notre marché de dépoussiérage en conservation préventive, nous avons constaté qu'il existait plusieurs micro-marchés, par exemple un marché pour le dépoussiérage des peintures, un marché pour l'entretien des sculptures intérieures, un autre pour le mobilier. Et notre souhait était de tout regrouper dans ce marché unique de conservation préventive, de manière à ce que nous ayons la vision la plus fidèle de la quantité de poussière et de la vitesse d'empoussièrement sur tous les types de collections. Je dois avouer qu'on n'a pas réussi à vraiment harmoniser ces différents marchés, mes collègues étant soucieux de pouvoir disposer de leurs propres équipes en peinture, en sculpture. Pourtant, je fais aussi partie des sculptures, mais donc voilà, on a dû un peu composer finalement avec ce qui était existant. Et à la faveur du renouvellement de ces autres petits marchés, nous essayons d'apposer une logique de conservation préventive. Par exemple, il existe un marché spécifique pour les textiles. Eh bien, nous l'avons revu avec le collègue en charge des textiles, de manière à ce que les textiles précieux, ou en tout cas les brocarts restitués, qui sont particulièrement précieux, restent dans le giron de son équipe à lui, composée de restauratrices spécialistes du textile, tandis que les textiles plutôt de restitution moderne, qui n'ont pas ce caractère précieux ou extrêmement fragile, entreront, quant à eux, dans ce marché plus global de conservation préventive. Donc, vous voyez, peu à peu, on essaie comme ça de lisser de manière à ce que vraiment il y ait une conscience dans l'établissement public du château de Versailles que la conservation préventive est désormais primordiale pour la bonne gestion des collections. Enfin, on essaie d'analyser les effets de la climatisation de certaines salles, notamment le corps central sud, les grands appartements de la Reine, qui a priori permettent de limiter la vitesse d'empoussièrement. Et donc ça aussi, ça doit être pris en compte, puisque le château climatisera prochainement le corps central nord, donc les grands appartements du roi. Donc vous voyez, on essaie vraiment là aussi de s'entretenir avec les décisions prises par la direction du patrimoine et de l'architecture et des jardins, de manière à vraiment pouvoir affiner au mieux ce marché de dépoussiérage. Alors, petite anecdote, on a profité finalement de la pandémie, puisque à partir du mois de juin, lorsque le château, comme tous les musées français de juin 2020, je veux dire, était fermé, nous avons pu mettre en place ces grandes campagnes de dépoussiérage des décors sculptés des grands appartements, ce qui était pour nous extrêmement difficile à mettre en place, puisque nous ne bénéficions que des lundis, jour de fermeture, mais ces lundis sont en général très occupés par la régie et surtout par des manifestations extérieures comme des tournages, des visites de mécènes, enfin plein de choses qui souvent empêchent de pouvoir démeubler les espaces et de les remeubler dans la foulée. Donc la fermeture des musées nous a permis de tranquillement affronter les grands appartements et de dépoussiérer complètement le grand appartement du roi et également la galerie des glaces. Et on en a profité également pour nettoyer donc les quelques 300 miroirs. Le tout étant donc faisant l'objet de ce suivi photographique, de constats que nous relaient ensuite les restaurateurs. Donc ça nous donne vraiment une vision assez précise, jusque-là inédite, hein, puisque jusqu'à l'existence de ce marché, on ne dépoussiérait pas les décors sculptés en hauteur. Et on espère à terme également pouvoir mettre en place des campagnes de prélèvement, puisque mon souhait, alors là c'est plutôt le conservateur sculpture hein, qui parle, mon souhait serait de pouvoir étudier la composition des stucs qui ornent les grands appartements, de manière à pouvoir corréler les données avec celles qui avaient été recueillies lors du chantier de restauration de la galerie d'Apollon, mais également des données que recueille en ce moment même le château de Fontainebleau
à la Galerie François Ier et dans la chambre de la Duchesse d'Étampes. Nous n'avons pas pu, faute de temps, lancer cette campagne de prélèvement au moment du confinement, et nous espérons pouvoir commencer cela en 2022 et 2023. J'aimerais associer à cela la Fondation pour les sciences du patrimoine, de manière à ce que vraiment ces données puissent être partagées en réseau, en quelque sorte, et qu'on puisse étudier ces grands décors sculptés. Je crois que j'ai dit l'essentiel sur l'organisation de notre chantier de dépoussiérage des collections et des décors sculptés. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour la présentation de cette méthode, de cette ambition, tout d'abord, et puis de cette méthodologie et du lien donc qu'il y a entre les différents acteurs. Vous avez évoqué ces multiples chantiers et votre souhait qu'il y ait une certaine convergence, peut-être en termes de planification. Je voulais vous poser la question aussi justement des données collectées. Ça fait un écho avec votre dernier exemple, ou de la documentation, parce qu'on en a beaucoup parlé cet après-midi. Est-ce que bien que ce soit des acteurs différents, bien que ce soit des marchés différents, vous avez l'impression qu'il est possible pour vous de réunir au moins les informations, de ces synthétiser, ou comment vous pouvez assurer le suivi des données que vous collectez? Alors, je vais vous parler sans langue de bois. Pour l'instant, je trouve qu'il est extrêmement difficile d'avoir un suivi harmonisé, les données n'étant pas forcément partagées ou même prises. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque les restauratrices dépoussièrent les peintures, elles font un constat d'état, mais c'est vrai que c'est pas forcément partagé avec la conservation préventive. Donc on y travaille de manière à vraiment pouvoir justement affiner au mieux tout cela. Mais il y a un effort de communication à faire avec les différents collègues, ce que je peux comprendre, hein, puisque ça leur permet, eux, de leur côté, d'avoir des constats d'état fidèles sur les collections dont ils ont la charge. Mais c'est vrai que voilà, on oublie un peu l'aspect aussi conservation préventive qu'il y a derrière ce dépoussiérage-là. Et c'est vrai que c'est un cas donc, particulier au château de Versailles, mais ça rejoint un sujet que nous avons déjà évoqué et qui est le nôtre, qui est aussi de la formalisation de ces données ou des outils de ces données ou de l'archivage de ces données. Et là, nous-mêmes, enfin, avec un exemple d'un marché un peu unifié, on rencontre quand même cette difficulté ou cette nécessité de travailler encore davantage dans cette convergence, vers cette convergence des données et des éléments. Alors, je garde aussi pour plus tard l'exemple que vous avez donné de vos analyses de Stuck, puisque c'est un sujet sur lequel on reviendra, c'est-à-dire l'apport aussi, non pas seulement sanitaire, mais scientifique de ces campagnes et de ces campagnes. Je ne sais pas si vous pouvez rester encore un peu avec nous ou si vous. Oui, bien sûr. Donc voilà, on va vous retrouver, on va continuer un peu le tour de table et de ces exemples et à la différence donc du Louvre, du château de Versailles, aborder le sujet du Centre des Monuments Nationaux avec Anne Yoko. Et là, vous êtes face à de multiples sites, donc c'est encore une complexité supplémentaire. Hein. En effet. Donc, pour poser un peu le décor, je vais vous présenter rapidement le centre. C'est plus d'une centaine de sites dans toute la France. Et à la tête de ces sites, il y a un administrateur avec des agents très polyvalents qui ne sont pas, ou dont le cœur du métier n'est pas la conservation des collections. Et il y a un siège à Paris avec des directions, des départements et des pôles. Donc, comment fonctionne la conservation dans ce cadre-là, ce cadre multisite? Donc, parmi les directions, nous avons la direction de la conservation des monuments et des collections, dont je fais partie. Donc, il y a une partie qui s'occupe du bâtiment. Et le bâtiment est pris en charge par 4 pôles opérationnels constitués d'ingénieurs et d'architectes et des architectes urbanistes de l'État, des AUE. Et côté collection, nous avons 3 pôles: inventaire, enrichissement des collections et conservation préventive, et 4 chargés de restauration qui sont les référents collections, qui sont soit conservateurs ou historiens d'art. Je voudrais préciser que les administrateurs ne sont pas forcément des conservateurs, hein, certains le sont.
Donc, comment s'organisent les opérations d'entretien? D'une façon générale, l'entretien du bâtiment et de ses abords est géré par l'AUE et directement au sein des monuments. Donc, ils ont délégation d'un crédit pour l'entretien des monuments. Donc, en ce qui concerne les décors et les collections, pour les décors, nous n'avons pas de marché systématique comme au Louvre ni à Versailles. Pour nous, c'est une opération très lourde et c'est une opération qui doit se mener conjointement entre le pôle conservation préventive et nos collègues qui s'occupent du bâtiment et également des architectes urbanistes de l'État. Pour ce qui est de qui intervient sur les décors, d'une façon générale, c'est jamais les agents des monuments, sauf une exception qui est l'exception de l'hôtel de la Marine où quelqu'un, voilà, une personne s'en occupe spécialement. Donc, pour l'entretien des décors, au CMN, c'est souvent dans le cadre de gros travaux. Donc, après les travaux de restauration, il y a une entreprise de nettoyage qui passe. Il y a plusieurs strates. D'abord, une entreprise de nettoyage. Et ensuite, nous faisons intervenir une entreprise constituée de restaurateurs du patrimoine qui vont voilà, en hauteur voir ce qui se passe sur les trumeaux, les dessus de portes, voilà, les décors peints. Et ensuite, nous avons l'entretien des collections. Et cet entretien des collections, il est fait par les agents les agents du monument. Et pour cela, nous avons mis en place des formations. Il y a deux types de formations. Une formation très générale qui s'intitule Sensibilisation à la conservation préventive, qui réunit depuis 2010 une douzaine d'agents à Paris avec l'aide de l'INP. Donc 2 jours de théorie et ensuite une journée dans un monument pour la pratique. Et des formations plus spécifiques où nous allons à leur rencontre dans leur monument pour leur montrer les manipulations autour des collections, l'entretien, le dépoussiérage, le matériel à utiliser, jusqu'où ils peuvent aller et ce qu'ils ne doivent surtout pas faire. Voilà, donc dans ces formations spécifiques, ça peut être aussi par typologie, l'entretien des batteries de cuisine, le métal, céramique, verre et surveillance sanitaire. Donc voilà un peu comment cela s'organise. Et ensuite, nous avons des entretiens périodiques que nous confions à des restaurateurs du patrimoine avec demande de constat d'état. Et c'est un constat qui nous permet de faire un suivi dans le temps et qui nous permet aussi de programmer les interventions si nécessaire. Et là, c'est une programmation qui se fait par chaque site, au sein de chaque site, ou c'est aussi vous qui avez une vision générale et qui planifiez? Voilà, c'est le pôle conservation préventive qui initie ces entretiens périodiques. Et sur le site, nous restons toujours attentifs à la demande des agents,
s'ils ont des questionnements spécifiques, nous sommes toujours à leur écoute. Alors, vous avez aussi évoqué l'exemple de l'hôtel de la Marine, qui se distingue un peu. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est quelque chose qui est amené aussi à être présent dans d'autres établissements? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet hôtel de la Marine? Vaste question. Ma collègue de l'hôtel de la Marine est dans la salle. Peut-être qu'elle pourra nous faire part plus tard de comment c'est vécu. Mais c'est une situation exceptionnelle. Je pense qu'au départ, la question était de trouver comment entretenir les espaces après le passage du public. Et en fait, il n'y a pas de jour de fermeture et il s'agit, dans les monuments d'une façon générale, le personnel passe le matin avant la venue du public ou alors le soir après les visites pour remettre les lieux propres pour les visites suivantes. Il s'est trouvé que dans le cas de l'hôtel de la Marine, ce schéma de fonctionnement était difficile à mettre en place. Et la conclusion a été qu'il fallait une personne à demeure sur site pour gérer l'entretien des collections. Et comme il y a eu de gros travaux qui ont généré beaucoup de poussière, donc il fallait dépoussiérer en hauteur les décors. Et le choix s'est posé sur le recrutement d'un technicien de conservation pour faire face, qu'on appellera au moment des échanges avec plaisir. Vous avez évoqué aussi donc ce lien avec les travaux, donc toujours avec des bâtiments. Donc avant de revenir sur le lien avec les collections, évoquer ce lien toujours avec l'entretien du bâtiment. Et pour ça, Émilie aussi, à nous appuyer sur votre expérience. Vous êtes conservatrice et restauratrice, c'est-à-dire que vous êtes intervenue dans plusieurs établissements, donc vous avez cette vision un peu extérieure par rapport à celle qu'on vient d'évoquer. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme exemple ou quel genre de situation vous pouvez vous rencontrer quand vous êtes rappelé sur ces questions d'entretien? Je peux vous donner comme exemple, c'est le premier qui me vient en tête, un marché d'accord cadre que j'ai eu avec le Sénat il y a quelques années, alors qui a pu évoluer depuis, mais là je ne suis pas au courant de leur dernière façon de fonctionner, et qui avait pour principe, qui avait pour intitulé marché d'entretien des décors. Donc le Sénat est un palais assez riche, très bien décoré, avec de magnifiques œuvres d'art, mais il reste avant tout un palais fonctionnel. Qui n'a pas vocation a priori de conserver du patrimoine, pas en tant que tel. Et donc en fait la mission est confiée, est chapeautée par le service de l'architecture et des jardins, et il se fixe comme objectif de maintenir le bâtiment dans un bon état, de maintenir un état sanitaire satisfaisant. Et alors ça se fait de deux façons. D'abord, le personnel entier du Sénat, le personnel attitré qui est là tous les jours et qui s'occupe de rediriger les sénateurs ou de les accompagner, ou qui est tout le personnel de fonctionnement présent le matin avant le début de la journée entre guillemets, porte une tenue de travail et passe l'aspirateur, le chiffon, s'occupe de l'entretien de propreté au quotidien du sol et des consoles, des meubles qui ne sont pas des meubles historiques. Et ensuite, le deuxième volet, qui était celui qui me concernait, c'est que on était missionné pour toutes les phases où les sénateurs étaient en vacances, donc Noël, mois d'août, vacances de Pâques, des moments sur une semaine ou deux, avec des missions très serrées et très ciblées, de devoir gérer tout ce qui n'allait pas dans le décor, tout ce qui faisait user, délabrer, qui n'était pas présentable. Donc la démarche, tout de suite, n'est plus vraiment une démarche d'entretien au sens de conservation préventive telle qu'on l'évoque depuis ce matin,
Mais on est plus dans de l'entretien pour de la prolongation dans le temps d'un bâtiment fonctionnel. Donc on va nous dire, bah, tiens, là ça s'écaille, il va falloir s'occuper de ce qui tombe. Là vous avez des problèmes de dorure, les portes sont utilisées, donc tous les contours de porte en faux marbre ou alors peints dorés avec des registres moulurés sont usés. Les bas de porte dans lesquels on shoot sont abîmés, on se retrouve à allonger, à refaire des plinthes en faux marbre et des choses comme ça. Enfin voilà, c'est des petites missions, alors parfois avec des choses plus intéressantes, mais l'entretien à proprement parler, c'est ce type-là de travail. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand je suis rentrée dans cet accord cadre, nous étions 3 entreprises et j'étais la seule entreprise de groupement indépendant restaurateur, conservateur, restaurateur, face à 2 boîtes un peu plus importantes. Et le calcul du service de l'architecture, ça a été de se rendre compte qu'en fait, on était très intéressant financièrement en tant que restaurateur, avec une démarche de restauration. Parce que par exemple, sur un décor de faux marbre en soubassement avec 3 lacunes, ben, on ne redéfait pas tout le faux marbre pour le refaire, mais on se contente de venir traiter les 3 lacunes, les maquiller de façon à ce que tout ça passe très bien. Alors qu'une entreprise plus bâtiment va dire ben, on vous enlève tout, on vous le refait. Et d'un autre côté, la démarche de restaurateur a aussi ses limites, parce que l'exemple de la porte, c'est un exemple où notre façon de travailler n'est pas du tout appropriée, parce que si vous essayez de repiquer un faux marbre autour d'une poignée, ben, ça va tenir 2 heures. Voilà, au bout de 2 heures, tout le monde a mis ses mains dessus, c'est terminé, le travail réversible est réversible, vraiment est enlevé. Voilà. Et donc en fait, ce qui était intéressant de ce point de vue-là, c'était de voir que dans une fonction, enfin dans un contexte extrêmement fonctionnel, alors ça revient aux définitions de ce qu'on a vu ce matin, avec un statut fonctionnel de bâtiment, effectivement les prérogatives ne peuvent pas être les mêmes. Et d'un autre côté, bah, c'était l'occasion de faire des études préalables aussi. Et la démarche d'essayer d'entretenir plutôt que de restaurer était déjà installée. Il y avait ce désir, alors probablement plus par souci d'économie que par souci de conservation préventive. Enfin, je pense que la notion derrière était plus financière que intellectuelle, enfin en tout cas dans une démarche vertueuse. On était quand même, il y avait quand même une recherche du moindre effort et donc de la préservation à minima plus fréquente qu'intense et invasive. Donc on était déjà dans cette programmation-là. Après, c'est vrai que les expériences que j'ai moi dans le travail sont très monument historique. Je suis beaucoup sur du monument historique. Un petit peu moins dans les institutions, même si j'ai l'occasion de travailler pour Fontainebleau et pour... voilà, d'ailleurs, pour monsieur Arsac, je pourrais vous les communiquer, les données sur les stucs. Voilà, c'est moi qui m'en suis occupée. Voilà. Donc oui, en fait, c'est vrai que même si je vais aussi dans des institutions, palais et musées, puisque je travaille avec Marie Petit ici, je suis plus confrontée aux monuments historiques, dans lesquels, comme les églises, dans lesquelles l'idée même, parce que j'y pense là depuis ce matin, l'idée même d'avoir cette démarche de dépoussiérer pour éviter de faire autre chose devient un petit peu utopique. Parce que vous pouvez dépoussiérer une église, mais le résultat que vous allez obtenir va faire que vous allez être obligé de faire autre chose. Parce que vous allez voir juste les stries de votre passage, et ça ne va pas suffire. L'importance de la poussière à ce stade-là fait qu'on ne peut pas la gérer juste en se disant, tiens, c'est la semaine de ménage, on s'en occupe. Alors que venir intervenir dans des milieux, dans des institutions bien plus adapté à la conservation des œuvres d'art, permet effectivement d'avoir cette approche et de ne pas attendre que ça atteigne un stade d'église encrassée pour pouvoir intervenir. C'est vrai que l'exemple des églises est intéressant parce que justement, c'est parce qu'il n'y a pas d'entretien jamais qu'on arrive à un niveau où justement... il y en a au sol, au sol jusqu'à 1,50 m, ouais. Mais c'est tout, voilà. Oui. Donc, et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir au Sénat ce lien donc avec les travaux et le bâtiment et une périodicité particulière. Là, les alertes pour savoir qu'est-ce qu'il fallait refaire, est-ce qu'elles étaient le résultat des examens qu'il y avait eu lors de cet entretien de ménage du matin, ou est-ce que non, c'était un programme qui était plutôt celui des sénateurs presque, ou plutôt non, c'est le travail, enfin de ce que j'ai aperçu oui. de ce milieu, c'est le travail du bureau de l'architecture qui s'occupe de programmer des missions, de repérer ce qui pourrait être intéressant. Certaines des missions
étaient des missions d'études pour éventuellement envisager des choses plus ambitieuses, mais donc pour les budgéter, puisqu'ils avaient quand même aussi cette obligation comme tout le monde. Mais après, non, l'entretien quotidien, c'est aspirer la moquette et essuyer les poignées de porte, mais il n'y a pas de retour. On n'est pas dans une démarche de collecte de données pour faire des retours de conservation préventive. En tout cas, ça n'était pas le cas quand j'y travaillais entre 2012 et 2015 à peu près. D'accord. Alors, ça permet de faire le lien, justement, on a parlé des architectes et du travail du maintenance de bâtiments. Philippe, pour vous, justement, qui portez ce regard sur le bâtiment, quelle articulation vous voyez avec ces campagnes d'entretien qu'on a évoquées et puis les campagnes d'entretien du bâtiment que vous menez aussi? Oui, alors, il y a une collaboration nécessaire, évidemment. On a tous un objectif partagé de conservation du patrimoine. Et puis, c'est un patrimoine qui nous transcende, donc on est tous très, très motivés à ça. Il y a une collaboration de basse fréquence qui s'est établie depuis longtemps avec le service de conservation préventive, une collaboration de haute fréquence, c'est-à-dire le quotidien. Parce que la poussière, elle est partout, et on la ramasse tous les jours partout, en fait, et on sait aussi la ramasser dans les recoins quand le service de la conservation préventive nous cible qu'à certains endroits, il y a des accumulations suspectes et qu'il faut intervenir ponctuellement. Et on a aussi, si vous voulez, développé depuis 15 ans l'aspiration par filtre HEPA, à la demande d'Anne de Valence, et c'est aujourd'hui quelque chose de banal, mais à l'époque ça ne l'était pas, c'était tout à fait innovant. Et donc en fait il faut avoir en tête effectivement cette collaboration de haute fréquence au quotidien. On doit aussi intervenir pour limiter l'empoussièrement général, pour assurer la propreté des lieux. C'est une tâche humble mais nécessaire et qui collabore au mouvement général de conservation préventive. Il y a un autre aspect de nos interventions, c'est sur la désinsectisation, où plus récemment, puisque ça remonte au début de l'année seulement, on a introduit systématiquement dans notre marché désinsectisation le piégeage, le comptage dans les réserves d'œuvres, dans les salles muséographiques, ça également à la demande du service de conservation préventive, et je pense que ça c'est un grand progrès d'avoir passé ce cap et d'avoir intégré à notre marché, disons, qui est orienté hygiène au départ, il faut tuer tous les cafards. On va bien au-delà aujourd'hui et on apporte, je pense, un plus à l'organisation générale de la conservation préventive dans le musée à travers cet outil contractuel. Voilà. Ça, c'est, je dirais, un petit rappel du contexte du quotidien. Et après, évidemment, le bâtiment, c'est aussi une enveloppe. C'est d'abord une enveloppe dans laquelle il y a des décors. Mais cette enveloppe, effectivement, nous soucie beaucoup. Et là, on a des préoccupations qui nous sont propres et sur les fréquentiels desquels, effectivement, il n'y a pas forcément d'équivalence avec les interventions sur les décors, c'est évident. Ce qu'on doit assurer, c'est que les façades tiennent debout. Alors, bien sûr, il y a la stabilité de la façade, proprement dit, qui est quand même à peu près acquise, mais il s'agit de façades ornées, avec des décorations sculptées, importantes. Donc, on doit veiller à la pérennité de ces ouvrages. On doit veiller aussi à la pérennité des couvertures. La protection de l'ensemble des œuvres va avec l'efficience des couvertures, le fait qu'effectivement on contrôle leur étanchéité en permanence. Et là on est sur des préoccupations effectivement qu'on n'arrive pas à rattacher directement avec celle de l'entretien des décors, bien entendu, mais qui sont quand même très importantes, puisque si on n'est pas fiable de ce point de vue-là, nécessairement les décors en pâtiront un jour ou l'autre. Notre démarche de progrès la plus importante dans les années à venir, certainement, c'est de travailler sur les fenêtres, les portes-fenêtres du palais. Parce que prévenir l'infiltration d'eau par les couvertures, c'est bien, mais on pressent qu'effectivement, à travers les défauts d'étanchéité à l'air des fenêtres, des porte-fenêtres, on génère pas mal de problèmes aussi, soit en contrôle climatique,
pur. On n'arrive pas à bien contrôler le chauffage, la climatisation, l'hygrométrie. Et on pourrait mieux les contrôler si on avait une meilleure étanchéité à l'air, soit à travers tout simplement effectivement les échanges de poussière avec l'extérieur. Bien sûr, quelqu'un dans un exposé précédent a révélé qu'effectivement les espaces climatisés étaient davantage protégés contre l'empoussièrement. Voilà, il faut aussi effectivement que l'étanchéité à l'air de l'enveloppe soit meilleure. Voilà. Donc il y a quand même une autonomie dans le traitement de ces préoccupations assez grande et pas un rattachement direct effectivement à l'organisation des interventions sur les décors, mais ça participe au mouvement aussi. Mais alors là, on est plutôt dans la basse fréquence, effectivement, avec des fréquentiels qui sont très indépendants. Et ce qu'on essaie de développer depuis quand même quelques années, c'est une démarche très très similaire à celle qui est mise en place maintenant sur les décors. Alors ça, c'est une coïncidence dans une communauté de pensée ça m'est apparu lors de cette journée. C'est qu'effectivement, finalement, on s'aperçoit que nous aussi, sur les façades, on essaie d'avoir un plan quadriennal d'inspection et petit à petit une documentation des constats d'état. C'est-à-dire que il y a 8 ans, voilà, une inspection quadriennale, c'était de la mise en sécurité. Il y a 4 ans, l'inspection quadriennale qu'on est en train d'achever là, cette année, c'est devenu un constat d'état avec une documentation attachée, un repérage photographique et un repérage sur des élévations. Donc on voit bien des méthodes d'approche qui sont finalement très très cousines, à la différence que là, on a un personnel qui va être un personnel de compagnon, un personnel ouvrier. Donc le même objectif, mais il s'agit de surfaces beaucoup plus considérables, d'ouvrages entre guillemets moins fins, et donc effectivement on utilise un personnel de compagnon pour toutes ces missions. Voilà. C'est vrai que ces campagnes de dépoussiérage des façades sont très précieuses parce que cette question de poussière en extérieur, intérieur sont importantes à surveiller. Et il y avait quand même un premier bilan qui avait été dressé par un conservateur-restaurateur, je crois, pour les façades, pour l'état des sculptures de façade. C'était indépendant. Alors, par Michel Pontac. Oui. Il a été évoqué dans les échanges de ce matin, effectivement, une perspective, disons, de plan de restauration du Palais du Louvre de long terme, donc qui est un petit peu déconnecté de la conservation préventive. Hein. C'est un petit peu autre chose. Il s'agit d'évaluer effectivement le rythme auquel on doit restaurer les façades, les couvertures du palais. Donc pour trouver ce qu'on doit faire sur une année, il faut avoir une vision de long terme nécessairement. Et donc pour arriver à élaborer ce plan, on a confié un état des lieux général à l'architecte en chef des monuments historiques, qui a débouché effectivement sur des priorisations, mais sur des priorisations d'opérations de restauration. De restauration, oui. Sur l'entretien, sur les missions finalement de l'architecte des bâtiments de France, qui ont aussi été évoquées et rappelées ce matin, on est beaucoup plus terre à terre. En fait, les inspections de l'année, les inspections du mois dernier vont générer un certain nombre d'actions. Donc, si on constate qu'effectivement sur les façades, il y a un certain nombre de modénatures qui méritent d'être réparées, parce qu'on ne peut pas attendre dans 50 ans la prochaine opération de restauration, là, le but, c'est de faire les travaux dans l'année. Oui, oui. Hein, et donc d'avoir un espèce d'enchaînement vertueux, c'est-à-dire de découvrir des problèmes et de les traiter au fur et à mesure. Ça, je pense que c'est vraiment effectivement très, très important. On a évoqué aussi ce matin les interventions sur les grands hommes. Voilà, l'intention, c'est qu'effectivement, chaque fois qu'on va découvrir une usure, puisque contrairement au décor intérieur, les façades sont exposées aux intempéries. Donc chaque fois qu'on va découvrir une usure effectivement importante de l'ouvrage, et notamment de ces sculptures figuratives, il va falloir penser la plaie. Voilà. On ne va pas restaurer, mais on va effectivement penser la plaie, je dirais, dans l'année. Hein, le but, c'est ça, c'est d'aller très vite et de maintenir comme ça en permanence le monument. On ne remonte pas le niveau, mais on limite la dégradation future. Voilà. Merci.
Voilà. Et puis, on a aussi une collaboration, évidemment, de support. Hein. Je pense elle a été aussi évoquée ce matin, je vais juste la rappeler brièvement. Pour intervenir sur ces décors qui sont perchés très haut, et qui sont perchés encore plus haut si on pense au salon de Non, qu'un jour peut-être on ira regarder de près. Il y a une logistique d'échafaudage à mettre en place, donc le service de conservation préventive nous demande d'intervenir, on le fait avec joie, et ça a amené effectivement, finalement dernièrement, à se poser la question, mais puisqu'on déploie une telle logistique, parce qu'il ne faut pas l'utiliser pour autre chose, et donc il faut souligner effectivement que l'escalier Molien, c'est quand même une première d'intervention de l'Archetée des bâtiments de France sur l'état des parements en pierre de taille, sur la moniture de ces parements, leur nettoyage, etc. Ça, on ne l'avait jamais fait, et l'occasion a créé le larron, et je pense que ça, c'est une synergie à développer. Alors, comme on est dans un musée, qu'on n'est pas dans un monument, on a beaucoup de cimaises, d'accrochage d'œuvres ici, donc le traitement des cimaises, c'est autre chose, c'est de la muséographie, mais il faut se poser effectivement la question d'une organisation un petit peu systématique. Chaque fois qu'on va intervenir sur des décors avec en dessous, finalement, des ouvrages du bâtiment, des ouvrages intérieurs, il faut, je pense, effectivement accompagner le mouvement, et comme l'avait dit Marie-Inès Ferraud, trouver un traitement homogène entre le nettoyage des décors en plafond et le nettoyage des parements en pierre de tous les murs qui sont en dessous. Merci Philippe. Alors l'évocation de ces échafaudages aussi est l'occasion d'évoquer la possibilité du coup de mieux voir ces décors, et donc l'apport de ces chantiers pour la connaissance de ces décors, et aussi pour la bonne compréhension des collections aussi. Alors Anne, vous avez été une des premières conservatrices à avoir accueilli un projet d'entretien des décors au Grand Salon Napoléon III, puis dans la Galerie d'Apollon, dans des lieux rares au sein du musée du Louvre, où vraiment décors et collections sont étroitement liés. Quelle a été votre implication, quels étaient les apports de ces opérations pour vous, conservatrice du patrimoine? Alors, dans les appartements Napoléon III, en effet, la liaison entre collection, enfin le mobilier et le décor est particulièrement étroite. Ces appartements Napoléon III sont une sorte d'enclave un peu particulière dans le musée du Louvre, puisque ils s'apparentent plus à un musée-château finalement qu'aux espaces muséographiques du reste du Louvre. Donc ce sont ces anciens appartements du ministère d'État décorés par Le Fuel sous le Second Empire, et qui ont gardé non seulement leur décor mais leur mobilier d'origine. Donc ces appartements posent des problèmes très particuliers que nous n'avons, nous, conservateurs du Louvre, guère l'habitude de traiter, à la différence de nos collègues de musée-château. Et le problème était particulier pour le Grand Salon, et c'est celui qui a fait l'objet de ce chantier en 2017, puisque justement on a là ce qui a déjà été évoqué, le problème de la hauteur sous plafond. Ailleurs, dans les autres salles, on s'était efforcé de façon imparfaite, mais d'assurer un certain entretien. Donc il y avait eu un grand chantier de restauration sur les plafonds peints en 1993, au moment où le ministère des Finances avait quitté les lieux, et où ils avaient été affectés au Louvre, mais il n'y avait rien eu depuis dans ce grand salon à cause de cette hauteur sous plafond, qui nécessitait des échafaudages, qui posait des problèmes de poids pour le parquet, qui est fragile et qui est ancien lui aussi. Et donc il fallait entièrement vider ce grand salon pour pouvoir émettre des plaques de répartition pour pouvoir monter ces échafaudages. Donc ces échafaudages mobiles, on en a vu des images défiler de temps en temps. Voilà, par exemple ici, ont permis ce dépoussiérage, et plus qu'un dépoussiérage, d'ailleurs, pour les cariatides, par exemple, que l'on peut voir, on a retrouvé une couleur qui était totalement perdue, et qui a permis aussi une étude, en effet, puisqu'on avait, par les archives, des descriptions des tons de chair des poutilles ou des cariatides qui semblaient, qu'on ne voyait plus finalement, et on a redécouvert ces tons. De même, ce matin il a été question
des couleurs qu'on pouvait redécouvrir, et on avait l'impression pour les murs de fond assez uniforme, un peu grisâtre, enfin un beige grisâtre. Et on a redécouvert la variété des faux marbres, dont certains très discrets qui étaient des marbres blancs avec juste quelques veines et qui disparaissaient complètement avec l'encrassement qui s'était accumulé au fil du temps. Donc, alors ce qu'il faut dire aussi, il a été question tout à l'heure du dépôt, de la vitesse de dépôt de la poussière, c'est que malheureusement, ce dépoussiérage fait en 2017, nous en bénéficions encore et on n'a pas réatteint évidemment le niveau d'empoussièrement, d'autant que sur certaines parties, comme les tons chers d'acariatide, on a retrouvé des couleurs perdues, mais la poussière, à nouveau, là en 5 ans, s'est déposée. Donc on peut se poser la question de la fréquence des dépoussiérages nécessaires. J'étais un peu jalouse en entendant mon collègue Lionel Arsac évoquer une fréquence d'un dépoussiérage 1 fois par an des décors des grands appartements, parce que nous en sommes très loin. Et alors je ne sais pas s'il faut envisager un dépoussiérage 1 fois par an, mais manifestement au bout de 5 ans, la poussière est déjà visible à l'œil, donc nous avons atteint certainement ce seuil fatidique, dépassé à mon avis ce seuil fatidique des 5% tout à l'heure mentionné, puisque sur les dorures en hauteur, la poussière est déjà là. C'est l'occasion de l'évoquer puisque le marché va être refait en fin d'année. Donc c'est vrai que c'est cette expérience-là qui nous permet d'avoir un recul. Cette question d'intuition qu'a évoqué Lionel Arsac, là, du recul pour voir quelle était la bonne périodicité. Et ce sujet de temporalité qui a été présent depuis ce matin dans les campagnes d'entretien. Ce qu'on peut dire aussi peut-être... Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a donc eu dépoussiérage du décor sculpté et d'une partie des peintures, en tout cas des oculi, mais il y avait aussi les lustres qui ont été dépoussiérés à cette occasion et qui commencent à nouveau un petit peu à s'empoussiérer, et le mobilier également de ce grand salon a été dépoussiéré. Alors ce mobilier, évidemment, il fait l'objet d'un entretien hebdomadaire par des agents d'un service que nous appelons les supports muséographiques, et qui, comme les agents des monuments historiques précédemment cités, ont été formés par des restaurateurs avec une formation de base pour avoir un minimum de sensibilisation à certains gestes, à ce qu'il ne faut pas faire, à ne pas aller trop loin. Mais ils ont en charge le dépoussiérage de l'ensemble des salles du département des objets d'art. C'est donc en un mardi tout le premier étage de l'aile Richelieu et de la cour Carré qu'ils doivent dépoussiérer. Donc c'est évidemment très rapide et essentiellement concentré sur les surfaces planes et ils n'ont pas le temps de faire plus. C'est vrai que c'est cette même complémentarité quand même nécessaire pour avoir, et entre les métiers ou les différents acteurs du musée, pour avoir quelque chose d'assez complet. Alors on a parlé de ces décors-là, peut-être un peu moins de sculpture, on a parlé de peinture. Valérie, vous, conservatrice des sculptures, vous avez participé aussi à ces campagnes. Et donc quel était l'apport pour l'étude des sculptures que vous avez pu voir, justement, de décors, stucs? Alors effectivement, comme conservatrice au département des sculptures, j'ai été amenée à suivre les différents sujets dont on a parlé depuis ce matin, notamment peu après mon arrivée, en fait, la galerie d'Apollon, le dépoussiérage en 2019. Et bon, moi, en fait, ma position, c'est celle d'être un maillon dans cette chaîne, puisqu'on voit au Louvre toute une organisation, un organigramme important, des gens qui sont dédiés, et c'est heureux à l'échelle du musée, à la question de la conservation préventive. Et donc après, le rôle des conservateurs dans les départements, c'est de faire le lien, de faire l'expertise
expertise sur leur domaine particulier de connaissances, en l'occurrence pour moi les sculptures, mais c'était tout à fait pareil dans les autres départements, à chaque fois aller chercher le bon collègue, la bonne compétence pour récupérer les informations, parce que finalement les artistes dont on parle pour ces décors, ce sont les mêmes que ceux dont on conserve les collections dans les salles. François Girardon, il est dans les stucs de la galerie tout autant que dans les salles du musée, donc c'est évident que la partition des opérations et le cloisonnement est totalement néfaste à la connaissance pour tout le monde. Donc on ne peut que militer comme conservateur au sein des départements pour le meilleur lien possible entre toutes ces opérations. Et on parlait de documentation, c'est vraiment un point sensible. On y est très très sensible dans les conservations et on est un peu atterré quand on se rend compte que des choses pas si anciennes sont mal conservées aujourd'hui. Je crois qu'il vaut mieux effectivement qu'on ait l'information en triple partout et que chacun puisse s'y référer plutôt que d'avoir des pertes d'informations. C'est vraiment un aspect crucial. Et donc voilà, moi je vois un peu mon rôle aujourd'hui comme celui d'un lien, d'un maillon dans tout ça, de correspondant au sein des départements pour être l'interlocuteur sur ces questions. Alors dans mon poste précédent au château de Fontainebleau, j'avais une casquette assez différente puisque dans les musées châteaux, on porte un petit peu toutes les charges à la fois. On a aussi, comme Lionel en parlait tout à l'heure, en plus de ces charges de collection, une charge sur les décors. Évidemment, au Louvre, on est beaucoup plus nombreux. Les problématiques sont différentes. C'est pas de savoir faire tout une seule personne et le manque de moyens, c'est savoir faire le lien et que tout le monde communique, que toutes les expertises soient réunies au bon moment, toutes les informations réunies au bon moment. C'est vraiment une question d'échelle différente à gérer, mais c'est un peu là aussi dans cette question d'organisation, d'organigramme, d'échelle, que se joue l'entretien, la périodicité nécessaire des entretiens des grands décors, me semble-t-il. En effet, ce sujet de convergence et surtout d'enrichissement de la documentation par les expertises multiples, mais surtout leur partage, leur bonne conservation, paraît essentiel. Alors, ces opérations peuvent être aussi l'occasion d'analyses un peu plus précises, où on pourrait se poser la question de prélèvement. Lionel Arsac l'a évoqué. Je crois que c'est aussi quelque chose qui se développe évidemment, qui est fait par aussi le service de la conservation préventive sur les prélèvements de poussière, mais on peut aller aussi davantage. Je crois que vous vouliez évoquer aussi des exemples d'études lors de ces occasions, Émilie, et puis Agnoko aussi. Oui, alors pour revenir au cas dont parlait monsieur Lionel Arsac tout à l'heure sur l'étude de Stuc qu'il voudrait mener à Versailles. Donc moi j'ai été sollicitée par le château de Fontainebleau pour étudier les Stucs de la chambre du roi, enfin l'escalier du roi, donc la chambre de la duchesse d'Étampes. Donc c'est moi qui ai ces résultats, il faut que je les lui envoie. Donc en fait là le sujet et ce qui a initié mon intervention, c'était vraiment la recherche d'études des Stucs, à proprement parler. Mais très vite on a monté l'échafaudage et donc j'avais un temps donné assez court avec un objectif analytique précis. Mais très vite il a été question de gérer la poussière puisque tout de suite on s'est rendu compte que c'était extrêmement empoussiéré. Donc moi je pouvais faire mon étude en dégageant quelques zones, en appuyant mes observations sur les parties les moins empoussiérées, les moins sur le dessus. Mais ce qui a été très pertinent, c'est que donc d'abord on a pu lancer cette opération de dépoussiérage dans le temps qui était imparti pour l'étude. Donc tout a pu se débloquer très vite et ça c'était plutôt bien, satisfaisant. Et puis surtout, ça a fortement enrichi les observations qu'on a menées, puisque la lecture de l'ensemble de la composition des Stucs devenait beaucoup plus claire, puisqu'on avait des analyses stratigraphiques, on avait des observations du détail, mais tout d'un coup, on pouvait projeter nos observations et les extrapoler à des choses qui devenaient vraiment visibles. Et c'est sûr que sous une couche de poussière, puisqu'on n'a pas décrassé, on a juste dépoussiéré, mais sous une couche de poussière, déjà, il y a beaucoup de choses à voir qu'on perd totalement de vue. Et ça me fait aussi penser à un autre aspect de la chose qui est un petit peu décalé, mais je ne peux pas m'empêcher de le lier à ce qu'on raconte depuis ce matin. J'ai eu l'opportunité aussi d'intervenir sur la galerie de Diane à 2, 3, 4 reprises. D'abord dans une première phase, puisque la couverture et la charpente au-dessus de cette galerie devaient être totalement reprises sur le plan architectural, puisqu'il y avait tout un historique de couches de béton rajoutées, de changements de dimension. Enfin, il fallait retirer une chape et donc intervenir au-dessus d'un décor historique. Et il nous a été demandé à l'occasion de faire un constat d'état détaillé de tous les décors de la voûte
avant l'entame des travaux. Ensuite, d'assurer un minimum de suivi au moment des travaux, et puis de venir intervenir après les travaux pour essayer de déterminer s'il y avait eu un mouvement ou pas du bâti, et quelque chose de néfaste, enfin un changement avant-après sur les décors qui aurait été la conséquence directe de ce changement architectural qui était souhaitable pour le bâtiment. Et il y a eu malheureusement donc déjà ça à part entière était un travail justement préventif assez intéressant, et qui s'est avéré très... Enfin voilà, il n'y a pas eu de problème, donc on était contents. Mais malheureusement, au cours du chantier, il y a eu un accident, un dégât des eaux dû aux intempéries et une couverture provisoire qui n'a pas tenu. Donc on a été appelé pour le suivi de séchage, l'entretien, etc. Et en fait, on m'a demandé, donc le dégât était à cheval entre la galerie Diane et le vestibule de cette galerie, donc une zone qui était moins intéressante, qui n'entrait pas dans l'étude, et une zone très empoussiérée, très encrassée, avec du coup ce dégât ponctuel, et puis alors votre décor de caisson, et vous aviez tout un caisson totalement détruit. Et là, il nous a été demandé de dissimuler cet accident, puisque c'était dans le passage des visites, et il faut quand même qu'à un moment donné, les choses soient regardables, puisqu'on est là pour ça. Enfin, le public est là pour ça. Et en fait, la question s'est posée de savoir comment réintégrer cette partie de décor non décrassée, non dépoussiérée, puisqu'on devait intervenir que dans le coin. Et finalement, on s'est retrouvé confronté à ce que ont dû rencontrer nos prédécesseurs pendant des années, et qu'on retrouve, par exemple, quand on traite le salon carré ou le plafond montlien, où on tombe sur des zones plus ou moins importantes ou plus ou moins nombreuses, avec des reprises qui ont des teintes qui sont calées sur des surfaces sales et pas sur des surfaces propres, parce qu'on intervient sur des dégâts ponctuels. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve tout le temps dans les décors monumentaux, historiques ou pas, enfin historiés ou pas. Et là, on m'a demandé à mon tour de venir fermer quelque chose qui avait été ouvert au cours d'un accident. Et donc en fait, je me suis dit, anticipons le prochain décrassage de cette galerie, parce que ça arrivera un jour. Et donc en fait, ce que j'ai fait, alors je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert une zone légèrement plus grande en suivant des motifs de caisson pour rester sur quelque chose de très géométrique. J'ai reconstitué le décor manquant me calant sur le décor propre dégagé. Et puis après, j'ai fait du César et Brandy, j'ai repris de la crasse et j'en ai remis, quoi. Enfin... voilà. Après, j'ai dû m'assurer de patiner, alors d'une façon pour le coup pas très conservation, mais qui viendrait dissimuler mon propre travail, qui a donc une valeur très relative, mais qui du coup, enfin ce choix-là, même s'il il pose une question déontologique un peu étonnante, me permet de dire que si demain il faut dépoussiérer, décrasser cette galerie, a priori il n'y aura pas besoin de reprendre le travail qu'on a fait il y a 2 ans. Et donc, en fait, dans ce sens-là, je crois qu'on a pris la décision de faire quelque chose en prévision de... Enfin, voilà, c'est pas la conservation préventive, mais qu'on a essayé d'anticiper un minimum la suite pour ce patrimoine. Voilà, enfin, c'était 2 petits exemples. Non, mais c'est intéressant parce que c'est tout le sujet de les strates historiques et de le passer, repasser à des moments différents et de le documenter. Et c'est la limite de la démarche d'entretien par le dépoussiérage. C'est-à-dire que le dépoussiérage révèle des choses qu'on ne voyait plus magnifiques, mais aussi des choses qu'on ne souhaitait peut-être pas voir. Oui, tout à fait. On l'observe. Annick, vous vouliez vous aussi évoquer les apports scientifiques ou l'occasion aussi d'études au moment de ces entretiens. Voilà. Donc c'est l'exemple du château de Pierrefonds qui est peint de partout, du plafond au sol, lors de sa restauration par Viollet-le-Duc. Donc ce que l'on a observé, c'est que ces peintures s'écaillent, elles sont pulvérulentes, et la question c'était de savoir comment dépoussiérer. Et donc il y a eu plusieurs tests, voilà, avec le pinceau, et ensuite essayer d'aller un peu plus loin avec la gomme, un peu plus loin avec la solution ou le gel. Donc sur une dizaine de salles, avec constat et relever des altérations majeures, leur hiérarchisation, et pour voir aussi comment programmer les interventions futures. Donc, et grâce
à ce travail d'étude, on a pu voir ce qui était possible de confier aux agents en matière de dépoussiérage, mais il s'est vite avéré que le dépoussiérage était tout simplement pas possible dans la majeure partie des cas sans consolidation préalable, sans refixage. Donc voilà, très vite, on s'est rendu compte que on ne pouvait pas améliorer de suite la situation sans avoir au préalable fait ce stade de consolidation. Et pendant cette étude également, voilà, il a été mis en place des prélèvements de couches picturales pour faire la stratigraphie et mieux comprendre voilà, cette peinture. Oui. Voilà. Merci pour ces exemples qui montrent bien quand même des campagnes d'entretien et à l'intersection quand même de beaucoup de problématiques et ouvrent pas mal de perspectives, que ce soit dans la préparation de restauration plus importante, dans le fait de retarder ces opérations-là, mais aussi dans la meilleure compréhension ou l'étude de ces décors, avec ses compétences multiples et un peu le secret aussi de ses réussites ou de ce que plusieurs établissements, on voit, essayent de mettre en œuvre, la bonne cohésion du travail des uns et des autres et des compétences groupées. Donc merci pour avoir été justement présent à cette table. Je crois qu'on a presque un peu dépassé, donc je vais rendre, nous sommes à 5h30, je vais rendre le micro à la présidente pour la conclusion. Et à la salle pour quelques échanges, s'il est encore temps. Nous sommes là pour répondre à vos questions en cette fin de journée qui nous a permis de parcourir beaucoup, de mettre en hauteur et beaucoup de milliers de mètres carrés d'entretien et de dépoussiérage. Bonjour. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, compte tenu des phénomènes d'empoussiérage et de conservation préventive dont on parlait toute la journée, s'il ne serait pas envisageable de réguler peut-être le nombre de visiteurs dans des endroits qui sont hyper fréquentés par rapport à une protection du patrimoine, des sols, des œuvres, de la poussière. Voilà ma question. Je peux répondre. C'est une question essentielle dans nos établissements et c'est une question effectivement qui se pose. En tout cas, je pourrais aussi, voilà, dans la salle d'ailleurs si vous voulez répondre, mais le service de la conservation préventive, en tout cas au Louvre, a bien le souci d'étudier ce que veut dire de la très grande fréquentation. Et donc ça, c'est un des éléments presque d'altération de notre environnement. Donc déjà son étude, c'est à plein de niveaux, que ce soit de la poussière, que ce soit en ordre de l'humidité, que ce soit... Non, voilà, c'est vraiment un des éléments importants. Et en même temps, c'est aussi un des éléments fondamentaux de nos institutions dont la mission est bien d'accueillir du public. Donc c'est ce travail d'étude et en même temps de protection. D'ailleurs en Angleterre, ce serait aussi un bon exemple de voilà, comment concilier l'ensemble de ces paramètres. Mais c'est effectivement quelque chose qui est sérieusement à l'étude dans les établissements, au Louvre et ailleurs. Il y a eu peu d'ailleurs une rencontre qui avait été menée au Vatican. Donc c'est effectivement une préoccupation un tout petit peu retardée là du fait de la pandémie. On n'est plus dans cette hyperfréquentation, mais justement, c'est le temps de le préparer, ce sujet-là. Oui, avec la pandémie, pendant les 2 années de moindre fréquentation, est-ce qu'on a pu voir un impact sur les décors, les murs, les œuvres? Ça, c'est une question très, très intéressante parce que par rapport à la question que vous avez précédemment posée. Parce qu'en fait, la pandémie nous a amené à suspendre toute activité, l'accueil des visiteurs, mais aussi, finalement, toutes les activités d'entretien. Et après 2 mois de confinement, 100 personnes dans le musée du Louvre, catastrophe, de la poussière partout. Et beaucoup. Et des petites bêtes qui grouillent dedans. Donc ça c'est vraiment une question intéressante. Il faut, en fait, si vous voulez, il y a entre l'atmosphère intérieure du musée et puis son environnement, il y a des échanges en permanence qu'on ne peut pas contrôler parce que à l'échelle de ce bâtiment, on n'y arrive pas complètement. On est très loin d'une salle blanche et c'est normal. Mais finalement, effectivement, ces apports de poussière, ils sont pas essentiellement dus à la fréquentation. On en a eu la démonstration.
Et la période de la pandémie a été au moins, en tout cas au musée du Louvre, un moment très important d'étude de ces facteurs d'altération. Et c'est vrai qu'il y a une veille sanitaire qui a pu être menée avec les moyens du bord et un bilan donc porté par le service de la conservation préventive pour mesurer justement et le taux d'empoussièrement et le sujet des infestations et de voir comment ces décors avaient été pendant 2 mois à l'arrêt. Donc ça a été un temps au moins d'études très important et dont les conséquences ou les conclusions sont justement encore en cours d'analyse et seront mis en œuvre. Je ne sais pas si d'ailleurs, voilà, si certains d'entre vous voulaient intervenir. Effectivement, ce moment de pandémie, avec ses mauvais côtés, a été pour nous une sorte de fenêtre thérapeutique où tout s'est arrêté. Et comme on retrouvait les canards des Tuileries se promener à l'avenue dans l'avenue de l'Opéra, sur les boulevards, nos insectes en fait n'étaient pas dérangés et se sont développés, je ne sais pas où, en tout cas sont sortis dans les salles. Et ce qui était effectivement intéressant, c'est comme le ménage n'était pas fait, lorsque au mois de mai on a pu avoir accès aux salles, on a eu une sorte d'instantané de la présence d'insectes qu'on a pu analyser. Alors c'était assez étonnant puisque ça contredisait un petit peu, Lionel Arsal parlait d'intuition tout à l'heure, ça contredisait un peu ce qu'on nous pensait de manière intuitive. Il y a des secteurs dans lesquels on a trouvé, je ne sais pas, Sanvriettes, où on pensait qu'il y avait une petite infestation, mais pas très importante, et d'autres qui étaient beaucoup plus calmes. Donc pour nous, ça a été l'occasion finalement de détecter des zones à risque et de poursuivre l'investigation qui ont conduit ensuite à des traitements. Donc c'était pour nous, personnel de musée, un moment exceptionnel. Je ne sais pas si j'espère qu'on ne le revivra pas, mais ça nous a apporté beaucoup d'informations sur le fonctionnement propre du musée sans les interventions de conservation et sans les visiteurs. Oui. Voilà, dans le même... Pour la question des insectes, je laisserai Danilo Forleo, qui est dans la salle, s'exprimer parce que j'avoue, ça, j'ai pas forcément suivi la présence des insectes après le confinement. En revanche, ce qui est certain, c'est que la baisse de la fréquentation est corrélée à aussi une baisse de la vitesse d'empoussièrement. C'est pour ça qu'on a pris le parti de nous revoir à la baisse également le passage des équipes de restauration pour le dépoussiérage. Donc on pensait qu'en effet la poussière venait beaucoup de l'extérieur du fait que notamment dans les appartements au nord, donc le grand appartement du roi, les agents ouvrent les fenêtres. Mais il s'avère également que les visiteurs charrient, ça on le sait, on le voit vraiment dans tous les grands musées, charrient eux-mêmes beaucoup de poussière, et le fait qu'on a moins de visiteurs a un impact assez fort sur la vitesse d'empoussièrement. Merci Lionel. Agnoko, je crois que vous voulez, ou Danilo. Abonder dans le même sens. Danilo, pendant la poursuite. Oui. Je voulais justement compléter ce que vous venez de dire. En effet, à Versailles, nous avons justement trouvé cette corrélation directe, assez étonnante, on pouvait s'attendre, mais entre la fréquentation et la quantité de surface, la vitesse d'empoussièrement, ce qui nous a permis, avec un système d'indices et des critères, de suivre au cours du temps l'accumulation semaine par semaine et d'adapter nos interventions au fil du temps. Pendant le confinement, donc nous avons réussi à maintenir des questions de l'entretien de base, en effet, de conservation préventive. Nous avons remarqué une baisse de l'empoussièrement, mais aussi une augmentation, justement, pas vraiment des infestants, des insectes, mais des problèmes de moisissure, parce que espace plus fermé, moins de brassage d'air par la présence des visiteurs, mais aussi une baisse de la ventilation par les systèmes de traitement d'air pour des questions d'économie. Donc tout ça a causé une recrudescence de moisissures dans des lieux un peu à risque. Donc d'un côté, on peut dire, j'espère, sans trop des critiques, on peut dire qu'en effet les collections ont été quand même un petit peu soulagées, le fait d'avoir un petit peu moins de sollicitations, ne serait-ce que dû aux vibrations, à l'empoussièrement,
même aux éventuelles manipulations. Mais ça a causé aussi un problème d'entretien, et ça on l'a vu. Donc le bilan est difficile à dresser. Je dirais qu'il y a des pros et des contre qu'on a constatés. Merci. Nous avons eu exactement le même souci, pas avec les insectes, mais beaucoup avec la moisissure, voilà, qui s'est développée vraiment de façon fulgurante dans certains monuments. Pendant la période vraiment de confinement Voilà, strict. Bon, une question un petit peu provocatrice, mais en quoi ce qu'a fait Viollet-le-Duc est considéré comme devant être sauvegardé? Parce que c'était déjà une interprétation, de recomposition. C'est pas... De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de peinture. Hein. Mais pourquoi vraiment vouloir conserver absolument tout ce qu'a fait Viollet-le-Duc en peinture? Je considère que c'est un autre débat et qui ne relève pas de ma compétence. Moi, je suis une professionnelle de la conservation préventive, de la conservation, et donc je conserve ce que le conservateur me demande de conserver. Voilà ma réponse. Voilà. Puis il y a d'autres personnes plus compétentes pour moi. Voilà. En tant que spectateur du patrimoine, enfin, je suis restauratrice moi, mais voilà. Moi, je dirais tout simplement parce que c'est rentré dans l'histoire et que c'est une histoire qui est très importante et qui a énormément influencé. Enfin, ce qu'a fait Viollet-le-Duc a influencé tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce serait dommage de le gommer. Voilà. Bon, pour moi, c'est aussi un travail patrimonial qu'on peut conserver et mémoriser. Et puis c'est beau, enfin voilà. Je dis, il y a ce qu'on appelle la cancel culture. Viollet-le-Duc, je crois, mais ça, Notre-Dame, je crois qu'il a fait aussi quantité de choses. Si ça a disparu, la flèche, est-ce qu'on la refait? Alors, ouvrir la boîte de Pandore, ça peut être compliqué, et puis c'est vrai que c'est quand même un grand architecte. Bon, écoutez, on va merci pour votre intervention. Merci, on va laisser la parole à notre présidente. Alors, les organisateurs m'ont confié une tâche d'équilibriste qui est de tirer des conclusions de cette journée qui a été tout à fait riche, avec des débats très intéressants et des questions très intéressantes avec la salle, ce qui n'est pas toujours le cas dans ces colloques où quelquefois la salle est un peu tétanisée par les présentations. Donc là, j'étais très heureuse de voir qu'il y avait une très bonne réactivité de la part des participants. Donc l'exercice de conclusion va être un peu compliqué. Donc pardonnez-moi si ça manque un peu de structure. Je vais simplement donner quelques idées que j'ai retenues de cette journée. Et puis ça fera office de conclusion. Alors les problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui sont celles des grands musées, mais aussi des grands monuments, très fréquentés évidemment, et toutes les questions de poussière, d'insectes, de moisissures, de lumière, mais aussi de vapeur d'eau, on n'en a pas beaucoup parlé, d'humidité relative, un petit peu pour les châteaux anglais, provoquant parfois l'induration et l'adhérence des couches. On a évoqué aussi ce matin les questions de sémantique. Qu'est-ce que c'est que l'entretien? Quelle est la limite entre l'entretien, qui est difficile à établir, avec la réparation, la conservation préventive, la conservation curative et la restauration? On a aussi évoqué la question de l'entretien, cet entretien des grands décors, c'est aussi l'occasion de faire des découvertes et de faire percevoir aussi mieux au public des décors qui parfois ont été transformés visuellement par l'empoussièrement, par les dégradations de surface. Mais on a compris aussi que cette question de la perception par le public, il fallait la prendre en compte dans toutes ses composantes. Et on a évoqué à ce moment-là, je fais référence à l'intervention tout à l'heure d'Emilie Cecroun, qui a convoqué Cesare Brandi,
évidemment, vous vous souvenez tous de la phrase de Cesare Brandi, la restauration est le moment méthodologique de la reconnaissance de l'œuvre d'art dans sa double polarité esthétique et historique. Eh bien, l'entretien aussi, c'est un moment méthodologique de reconnaissance de l'œuvre d'art. Donc c'est le moment où on l'a sous les yeux et où on peut la découvrir mieux. Mais on l'a convoqué aussi sous un autre aspect qui est celui de la perception par le public. C'est-à-dire que quand on découvre l'œuvre, on découvre de très belles choses, mais on découvre aussi des interventions passées plus ou moins heureuses, des restaurations qui sont accordées avec de la crasse. Et il faut accepter aussi, parfois, pour une perception cohérente par le public, parce qu'on se doit que ces décors soient compréhensibles, de ressalir ce qu'on a précieusement nettoyé. Donc vous voyez que Brandi a été convoqué de différentes manières. Alors j'ai retenu surtout qu'on a évoqué la nécessité d'une approche globale, une approche un peu systématique, prenant en compte le monument, le bâtiment et ses décors, ce qui semble une évidence, presque un lieu commun, mais qui en réalité est sur le terrain souvent difficile à mettre en œuvre en raison tout simplement de la multiplicité des responsabilités et des intervenants. Comment faire marcher tout ce monde des différents maîtres d'ouvrage ensemble dans une même direction? Ça n'est pas toujours très simple et ça a été évoqué par plusieurs participants, notamment Lionel Arsac, dont j'ai apprécié l'intervention très honnête. Voilà, on n'a pas toujours la possibilité de passer au-delà du sentiment de propriété que chaque maître d'ouvrage, que chaque responsable dans son domaine peut entretenir au détriment d'une vision et d'une approche plus collective. Les questions juridiques et réglementaires ont aussi été abordées. Pour quelle opération faut-il une autorisation spécifique? Alors ça semble un peu un détail, mais ça n'est pas seulement une question de détail, et c'est certainement pas une question rhétorique, puisqu'elle touche à la nature même des travaux eux-mêmes, et elle touche également à la documentation qui est produite. Une opération d'entretien doit faire l'objet, effectivement, du même type de documentation et d'archivage qu'une opération de restauration plus importante. Les principales difficultés qui s'attachent à l'entretien des grands décors n'ont pas été passées sous silence. Des surfaces souvent considérables, des matériaux très différents, des décors très éloignés des observateurs, entraînant des coûts considérables d'échafaudage. On a vu à l'image les monstres d'échafaudage qu'il faut mettre en œuvre lorsqu'il faut aller regarder de près la galerie d'Apollon, par exemple. Et encore, ce n'est pas la plus haute. Face au problème du coût des échafaudages ou des nacelles, on a évoqué la possibilité de faire appel à des nouvelles technologies. Donc elles ne sont pas toutes au point et certaines rarement employées. Mais peut-être dans l'avenir utilisera-t-on des drones, des ballons, comme ça peut se faire dans certains pays. Par exemple, pour faire l'observation des vitraux dans les cathédrales, eh bien, on a des systèmes de ballons guidés avec appareil photographique et dans lequel on peut faire une première observation avant de pouvoir faire l'opération d'entretien elle-même. On a parlé aussi de la possibilité pour les constats d'état d'utiliser l'intelligence artificielle et la reconnaissance automatique des images. Eh bien non, je rejoins l'intervention qui a été faite cet après-midi. Ça n'est pas de la science-fiction, c'est sans doute, si ce n'est demain, en tout cas après-demain, les choses sont en très bonne voie et le domaine se développe à très très grande vitesse. Cela demandera des recherches, évidemment, onéreuses, mais qui seront dans l'avenir, certainement source d'économie et d'efficacité dans notre approche. Alors, nous savons tout maintenant sur la poussière, l'étude de son impact, la nature des particules, leur réactivité par rapport aux surfaces. On a même appris que le Louvre, finalement, à ma grande surprise, enfin j'ai appris que le Louvre était finalement dans un environnement relativement moins pollué que Saint-Denis, ce qui ne nous surprend pas, mais aussi que Neuilly-sur-Seine, ce qui est plus étonnant. On a finalement assez peu évoqué, et je le regrette, mais ça pourrait faire l'objet peut-être d'une autre journée d'études qui serait plus sur les questions de prévention et de conservation préventive, comment éviter, comment limiter l'empoussièrement dont on a compris dans la discussion finale qu'il n'était pas lié uniquement aux visiteurs, bien entendu, et que la période de confinement et de pandémie avait été l'occasion aussi de constater des empoussièrements très, très importants, bien qu'il n'y ait aucun visiteur. Et ceci m'amène à la conclusion que finalement un monument ou un musée, ça n'est pas quelque chose d'inerte, c'est quelque chose qui c'est un objet patrimonial qui est vivant et qui est vivant parce qu'il est visité et parce qu'il est entretenu. Sans la visite, sans la perception par le public et sans l'entretien, eh bien écoutez, on peut être quasiment sûr que le monument a
dans un temps plus ou moins éloigné, finira par sans doute disparaître. Je citerai un ami géologue qui me disait « Oh, un jour sans doute de déprime », il me disait « Oh, vous savez, un monument, c'est destiné un jour ou l'autre à redevenir un sol. » Eh bien non, nous ferons en sorte qu'il ne redevienne pas un sol, ce monument, et pour cela, nous veillerons à son entretien. On a beaucoup parlé d'approche concrète, et ça, je suis très sensible à cette approche concrète d'organisation des chantiers, d'organisation du travail et d'approche véritablement systémique, mais sans négliger les difficultés du quotidien, comme par exemple la question des jours disponibles pour nettoyer. Bon ben voilà, les jours disponibles, c'est uniquement le jour de fermeture. Eh bien, ça complique beaucoup les choses, et ça, il faut que toute approche systématique prenne en compte aussi ces contraintes auxquelles on peut difficilement échapper. Et si on trouve des solutions concrètes, et si possible des solutions qui soient relativement peu onéreuses, eh bien, les exemples qui seront développés dans de grandes institutions comme le Louvre pourront être appliqués aussi dans de plus petites qui ont moins les moyens de la recherche et de la réflexion, et ce sera un effet, on peut espérer de cette manière, un effet boule de neige. Il ne faut pas négliger enfin l'importance de l'archivage et de la documentation et la question des relevés qui ont été à plusieurs reprises évoqués. Alors bien entendu, c'est très difficile cette question de l'archivage. On est en une période de transition numérique, donc on ne sait plus très bien s'il faut tout miser sur le numérique ou au contraire tout faire sur le papier. On est finalement un peu entre les deux, ce qui fait qu'on multiplie les supports, mais Valérie Carpentier nous a dit que finalement c'était mieux d'en avoir 3 que pas du tout, en quoi elle a parfaitement raison, mais c'est source quand même de perte de beaucoup de temps. Donc il faut qu'on réfléchisse aussi à la bonne manière de conserver cette documentation dont on a absolument besoin pour, là aussi, espacer à la fois les opérations d'entretien et les opérations de restauration fondamentales. Donc cette réflexion, elle est bien en route, et Grazia Nicosias tout à l'heure a évoqué le projet Espadon, qui est un projet d'investissement d'avenir du gouvernement français, dont la Fondation des sciences du patrimoine est porteur, et qui vise à créer un objet patrimonial augmenté. Alors qu'est-ce que c'est qu'un objet patrimonial augmenté? Ça peut peut-être faire un peu peur, on se dit mais comment est-ce qu'on peut augmenter le patrimoine? Alors l'idée, ça n'est pas de l'augmenter bien entendu, mais c'est d'assortir autour de chaque objet un corpus d'informations documentaires qui lui soit toujours lié, qu'elle soit numérique ou pas numérique. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver un système qui nous permette de garder la trace des interventions faites sur l'œuvre et de les reporter par un système simple sur l'objet lui-même. Donc, sur l'objet virtuel, bien entendu, pas l'objet, rassurez-vous, on ne mettra pas des petites étiquettes sur la Vénus de Milo, il n'en est pas question. Mais c'est un peu cette idée de conserver de la manière la plus durable possible la documentation avec l'objet lui-même. Alors, l'entretien, comme la conservation, c'est une affaire d'évolution des mentalités. On l'a évoqué. Il faut que dans les esprits, et les choses sont bien avancées dans ce domaine, et toutes les exposés de la journée l'ont montré, mettre au même plan, sur le plan théorique, l'entretien et la restauration fondamentale, avec une programmation pluriannuelle et un équilibre à trouver entre les différents types d'interventions, avec une approche qui doit s'inspirer de ce qui se fait au Royaume-Uni, qui nous a été brillamment présenté cet après-midi, une approche d'évaluation des risques avec des outils simples d'évaluation et les fameux clés de performance, les indicateurs de performance, les KPI. S'il n'y avait qu'un concept à retenir, et puis je ne vous retiendrai pas davantage parce que finalement mes conclusions sont un peu longues, ce serait celui qui en anglais est le concept de care, c'est-à-dire de soin, qui est peut-être plus, comment dire, qui porte qui a un caractère d'émotivité aussi dans sa définition et dans la compréhension qu'on a de ce mot, qui implique à la fois l'observation, le suivi régulier et l'implication de chacune des personnes chargées d'intervenir à un moment ou à un autre sur l'objet patrimonial, depuis les personnes chargées du ménage qui passe l'aspirateur, jusqu'aux agents de surveillance, les conservateurs, les préventistes et les restaurateurs, et jusqu'aux visiteurs. Je terminerai en vous disant, la conservation et la transmission, c'est l'affaire de chacun, et c'est pour ça que vous êtes là, présents dans cette salle, et que vous avez été aussi vivants dans les interactions avec les intervenants, et je vous remercie
de votre présence et de votre interaction.